À la pointe ouest de l'Afrique, la Mauritanie. C'est ici que l'aventure des conquérants partis de la mer Rouge s'est arrêtée. C'était il y a quelques siècles. Grâce à eux, d'ici, de l'Atlantique, jusqu'au bout de la péninsule arabique, on parle la même langue et on se tourne vers l'Est pour vénérer le même Dieu. C'est ici qu'une autre aventure a commencé. Il y a tout juste un quart de siècle, l'aventure du fer. Tout au fond de cette baie du Lévrier, le port de pêche de Nouadhibou. Là aussi, une nouvelle aventure. Depuis quelques années, les Mauritaniens ont décidé d'exploiter eux-mêmes les énormes bancs de poissons amenés jusqu'à eux par les eaux froides de l'Atlantique Nord et les eaux chaudes venues du Sud. Le Hydrus, 158 000 tonnes, lui, est venu pour le minerai. Son accostage déclenche les machines qui vont le remplir. Chaque heure, 3500 tonnes d'un minerai très pur, gorgé de fer, une des plus hautes teneurs du monde, 3500 tonnes vont s'engouffrer dans ces cales. L'autre maillon de l'aventure, c'est lui, le train, qui sur 650 km transporte jusqu'à la mer de quoi construire largement une nouvelle tour Eiffel à chacun de ses voyages. Chaque fois, il faut moins de 5 heures à ce culbuteur de wagons pour décharger les 15 000 tonnes de minerai du train. Ce minerai, on peut en entreposer jusqu'à 2 millions de tonnes à côté des bateaux. C'est l'hématite. Sa teneur moyenne en fer, 65%. Cette hématite est répartie sur l'aire de stockage en fonction de ses différences de qualité. Longtemps, ce train a été connu comme le plus long du monde. 2 km depuis la première motrice jusqu'au dernier de ses 200 wagons.
conquérants des années 60 ont posé ses rails sur 650 km de désert. En 20 ans, ici, sont passés 160 millions de tonnes de minerais. De quoi alimenter les usines automobiles du monde entier pendant plusieurs années. Jour et nuit, en un peu moins de 18 heures, ce train gigantesque, véritable cordon ombilical entre le désert et la mer, relie Zouérat, où se trouve la Kédia d'Idjil, la montagne de fer comme on l'appelle, au port minéralier de Nouadhibou. Depuis 1963, date des premiers tirs de mine, l'homme l'a creusé de partout, cette Kédia. Percée sur 25 km de long et 500 mètres d'épaisseur. Et il s'est donné les moyens, l'homme. Des moyens à la dimension de l'entreprise. La benne du plus petit de ces camions transporte 70 tonnes. Il suffit de 3 mouvements de la pelleteuse pour le remplir. Chaque pelleté, ce sont plus de 20 tonnes de minerais. C'est sur place, en bas, dans le désert, au pied de la Kédia, que les blocs sont réduits, concassés, criblés. Puis, transvasés dans les wagons qui les emmèneront jusqu'à la mer. Partout, dans chaque wagon, à chaque chargement, on prélève des échantillons. On contrôle, on analyse le minerai. Comme ça, on peut répondre exactement à la demande de chaque client. On contrôle aussi sur le terrain. Toute cette masse de renseignements permet aux géologues et aux topographes de suivre pratiquement au jour le jour l'évolution des travaux
et celle des réserves. Ce sont eux, les géologues, qui ont dit qu'il n'y en avait plus pour très longtemps. L'Acadia s'épuise. En 1990, elle sera pratiquement vidée de tout son fer. Ce tir de mine, c'était le dernier de Vderik. Vderik, la première des fosses, ouverte en 1963. Aujourd'hui, elle n'a plus de minerai à donner. Dans quelques années, ce sera la Kedia dans son ensemble qui aura livré tout ce qu'elle pouvait. L'homme l'aura complètement transformée, remodelée. Pourtant, ce n'est pas la fin de l'aventure. Les Mauritaniens savaient trop bien qu'il était vital pour eux de trouver autre chose, de continuer. Plus loin, dans le désert, au-delà de la Kedia, à une cinquantaine de kilomètres, il y a les Guelbes, ces petites collines qui émergent des sables. Là aussi, il y a du fer, des milliards de tonnes de quartzite à magnétite. Seulement, la teneur de ce minerai est faible, aux alentours de 37%. Ce n'est pas suffisant pour le vendre. La Société nationale industrielle et minière a décidé de l'exploiter quand même. C'est le projet Guelb. Depuis des années, dans les laboratoires de Zouérat, on s'est penché sur ce problème de l'enrichissement. En fait, sur le principe du magnétisme. Apparemment, c'est tout simple. Il s'agit d'attirer avec un aimant les parties métalliques contenues dans la roche. C'est à partir de ces carottes, dont on a extrait près de 30 km, que les chercheurs ont travaillé. Il fallait les réduire en petits morceaux, les concasser, les broyer avec précision pour libérer, grâce à un champ magnétique, les particules de fer des gangues de quartz dans lesquelles elles sont enfermées. Seulement, jusqu'à présent, pour enrichir un minerai, on utilisait de l'eau. Ici, en plein désert, il fallait trouver autre chose. À Zouérat, on a mis au point un système complet d'enrichissement à sec. Le résultat est un concentré. Sa teneur de 65% à 66%. Puis, on est passé au stade semi-industriel dans une usine pilote qui a produit 30 000 tonnes. Des échantillons de ces concentrés ont été expérimentés à leur tour en Europe, au Japon par des centres de recherche et aussi par des usines sidérurgiques. Résultat de l'étude, les produits des Guelbes sont des sinterfides de très grande qualité. En 1976, après 6 années de recherche, on a eu la certitude que l'aventure pouvait être tentée. 500 millions de dollars ont été réunis. En 1980, les travaux ont commencé. En 1984, ici, il y aura une centrale électrique de 56 MW. Des unités de concassage, un atelier de broyage et l'installation de séparation magnétique. Ici, on pourra produire 6 millions de tonnes par an de 2 types différents de concentrés. C'est la première phase de l'entreprise. Ensuite, la deuxième phase permettra d'atteindre vers 1990 une production annuelle de 12, voire 15 millions de tonnes. Le Guelb El Rhein. Son minerai sera le premier à être exploité début 84. Déjà, les engins ont attaqué le gisement, creusé des routes d'accès, mis à nu la magnétite, évacué les matières stériles. Dès à présent, plusieurs millions de tonnes de ces minerais sont stockés. Mais l'aventure, ce n'est pas uniquement ces chiffres, ces laboratoires, ces usines et ces engins. L'aventure, ce sont les hommes, ceux qui la réalisent, ceux qui la vivent.
Il faut les former, les préparer. Beaucoup sont passés ici. Ceux-là seront prêts dès l'an prochain, prêts à se pencher sur leur compte, sur leur relevé, leur éprouvette ou leur machine. Ce sont eux qui prendront en main l'aventure quotidienne de la production. Les autres, les prospecteurs, les bâtisseurs, seront un peu plus loin. Bientôt, ce sera la mise en exploitation du Geld Umarwagen. Ensuite, on passera à d'autres, plus loin encore.